Cet épisode est sponsorisé par NortonLifeLock. Bon, vous connaissez la tech, vous savez qu'il y a certaines bonnes pratiques à avoir pour rester sécurisé sur le net. On vous le dit tout le temps, utilisez un VPN, créez des mots de passe complexes, mettez votre antivirus à jour. Et on veut tous bien faire, mais la réalité c'est que ça part dans tous les sens et on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Eh bien, Norton 360, c'est peut-être la solution que vous cherchiez. C'est une offre tout en un qui vous aide à sécuriser votre activité en ligne. Le service inclut les outils dont vous avez besoin, VPN sécurisé, gestionnaire de mots de passe, protection contre les virus, le phishing et d'autres menaces en ligne, et plus. Et il marche sur vos appareils Windows, Mac, iOS et Android. Pour vous faire une idée, rendez-vous sur fr.norton.com. L'offre est à partir de 29,99 € pour la première année. Offre soumise à condition, fr.norton.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous rend l'actualité des nouvelles technologies la plus compréhensible possible. Dans cet épisode, on va vous parler du coronavirus et de ses impacts technologiques, d'une nouvelle proposition de Citroën pour la mobilité urbaine qui est assez intéressante, de groupes WhatsApp qui étaient accessibles sur Google, mais aussi du DNS over HTTPS. Vous verrez, tout ça va être très très clair et même peut-être d'autres sujets en fonction du temps dont nous disposerons. Bon, on verra. Ça risque d'être un petit peu dense. Exceptionnellement, ce n'est pas Patrick qui présentera l'émission. Vous étiez prévenu et vous l'entendez évidemment avec ma voix. Il vous l'avait annoncé la semaine dernière. Il avait planifié un séjour au Japon, mais donc c'est moi, Guillaume Vendée, qui va être votre hôte remplaçant pour cet épisode. Et je vais partager cet excellent moment avec des chroniqueurs de talent, à commencer par Cédric Bonnet. Salut Cédric. Salut, ça va ? Ça va très bien. Pas malade, tu te racles la gorge juste avant. Non, tout va bien. Non, c'est la psychose, dès que quelqu'un se racle la gorge ou là, j'ai mal à la gorge, alors du coup, je me pose des questions. Pourtant, j'ai pas léché la barre dans le tram, je comprends pas. Il faut se laver les mains toutes les heures avec du gel hydroalcoolique. Faisons tous attention. On a également avec nous Manuel Castéjon, rédacteur en chef de Frandroid. Salut Manu. Salut Guillaume. Pareil, tu as évité les miasmes des transports en commun parisiens. Bah écoute, pareil, je suis un petit peu malade, mais là, ça a l'air d'aller mieux, donc je pense que c'était pas ça va. Bon, parfait, donc tu passes à côté. Ça peut être ça, mais tu es peut-être guéri. Peut-être. C'était rapide. Tu nous diras dans les jours à venir si ça continue à aller bien. Et puis, écoutez, c'est assez exceptionnel dans le Rendez-vous Tech. C'est une grande première. C'est peut-être même, on peut le dire, une exclusivité mondiale. Patrick va finalement également être présent en tant qu'observateur chroniqueur. Salut Patrick. Salut Guillaume, et merci de prendre les rênes de l'émission. Oui, certains auditeurs seront peut-être surpris de m'entendre, mais je ne suis pas en direct du Japon. Je n'ai pas interrompu mes vacances pour te surveiller directement dans l'émission. Mais oui, mais je suis là quand même parce que je ne suis pas au Japon. Je sais pas, je te laisse gérer les choses. Je sais pas si tu veux qu'on rentre dans les détails, mais... Bon, écoute, on peut rentrer quelques secondes dans les détails, mais tu as déjà fait, toi qui maintenant utilise Instagram d'une main de maître, tu as déjà communiqué sur le sujet. Bon, effectivement, tu n'as pas été empêché de partir, mais tu as raisonnablement préféré reporter le voyage, quoi, c'est ça? Bah écoute, c'était carrément une tension dramatique digne d'un thriller invraisemblable, d'un James Bond ou d'un Fast and Furious même. Je suis dans le rôle de Vin Diesel et ma femme est dans le rôle de The Rock. C'était dans la queue pour la sécurité de l'avion. Elle a reçu une notice selon laquelle son boulot exigeait qu'elle soit quarantainée chez elle, qu'elle puisse pas aller au boulot à son retour après un voyage au Japon, et ça c'était tout nouveau, donc on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? On était dans la queue pour passer la sécurité, donc on a regardé un petit peu toutes les infos et effectivement on s'est rendu compte de ce que vous savez sans doute tous très bien, que le Japon a connu une augmentation de l'épidémie assez substantielle. Ils ont fermé les écoles, etc. Et donc, on s'est dit, on n'avait pas peur d'attraper le virus, parce que ça, c'est d'une part très peu probable, et d'autre part, on est jeune et fringant, donc il est peu probable que ça nous pose de sérieux problèmes. Mais ce dont on avait peur, c'est d'une quarantaine, soit sur place, soit en revenant. Et nous, on a notre fils qui nous attend ici, et donc d'une part pour gérer la garde du petit, et ensuite parce que si on est quarantainisé un petit moment, ça peut être compliqué.
Et donc, on avait vraiment même si ça, c'était très peu probable, on s'est dit, pour le cas où, on va pas risquer. Et donc, c'est super frustrant parce que c'était un voyage qu'on avait prévu depuis 1 an. Le premier voyage depuis, je l'avais dit, depuis qu'on a eu le petit. Et on dansait, mais littéralement, on dansait chaque jour de la semaine avant le voyage. Je veux dire, on va au Japon, cette décision était hyper dure. Et bon, enfin, c'est pas la fin du monde, mais on espère pouvoir remettre ça à un moment plus tard. Mais c'est tellement con parce que si la news était tombée genre 1 jour plus tard, on aurait été au Japon et tout serait bien passé. Il y aurait eu aucun problème. On serait rentré, j'en suis sûr. Mais quand on te pose la question à ce moment, tu dis je peux pas parce que j'ai le petit qui nous attend, il faut qu'on revienne quoi. Donc il faut qu'on annule. Donc voilà, on a pris cette décision et du coup je me retrouve animateur du rendez-vous tech, c'est cool aussi. C'est clair. Écoute, oui, alors c'est un vrai sujet de responsabilité, ce virus. Et puis alors c'est un peu particulier parce qu'on voit ça dans les news en ce moment. On a l'impression de pas pouvoir y échapper. Donc on se dit tiens, on va se rabattre sur un podcast tech, c'est un peu plus léger, un peu plus cool. Et puis patatras, Guillaume prépare des news qui parlent du virus. On va pas parler que de ça, je vous rassure. En tout cas, merci de me faire confiance, Patrick. Tu sais que tu interviens quand tu veux. Hein, considère que tu es chez toi dans cette émission. Je garde pour moi quand même. Il est déjà dans tes pantoufles. Il te dit fais comme chez toi, tu sais. Je garde quand même pour moi le jingle de l'avocat du diable. Hein. Je vais peut-être l'utiliser en cours d'émission. Avant qu'on aborde vraiment les news ensemble, un petit rappel évidemment. Patreon, qui est la plateforme de financement participatif sur laquelle vous pouvez soutenir le Rendez-vous Tech. Vous avez toutes les infos sur patreon.com/rdvtech. Vous avez toutes les explications de Patrick et les modalités de participation vous sont détaillées. On va donc encore, désolé, parler du virus parce qu'on a quelques événements qui se sont rajoutés. On a d'abord la conférence Facebook Aid, donc c'est la conférence annuelle de Facebook à destination notamment des environnements de développement, qui était prévue pour mai, donc c'était pas prévu pour tout de suite, mais qui est elle annulée. On a aussi la Game Developer Conference, donc qui est vraiment la grand-messe du développement du jeu vidéo, sur lesquels plusieurs studios ont décidé de se retirer, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'événement et qui a été d'ailleurs repoussé un petit peu plus tard cette année. C'est un peu particulier parce que c'est l'année où des produits phares qui sont la PlayStation 5 et la Xbox Series X, qui sont les nouvelles générations de consoles, vont être lancées. Donc on regarde ça un petit peu fébrilement. Du coup, je me faisais la réflexion qu'on constate souvent que dans le cadre de salons physiques actuellement, on n'a pas forcément besoin d'être présent physiquement pour assister aux présentations. Elles sont très souvent relayées au travers de vidéos et on peut regarder, mais finalement dans un monde très numérique, ça nous rappelle quand même à quel point on n'a pas trouvé d'alternative à des vrais rassemblements physiques de ce type dans le monde professionnel. Manu, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous constatez dans la rédaction de votre côté, l'impact de ce virus sur les rassemblements et les événements tech. Alors effectivement, ça a un gros impact puisque il y a beaucoup de choses qui ont été annulées et d'ailleurs là tu as parlé de Facebook, mais il y a aussi Google qui a annulé son Cloud Next Cloud Next conférence, un truc comme ça. Donc une conférence sur le cloud, ils ont annoncé un truc, ils ont annulé, un truc aussi sur Google News. Enfin, il y a tout qui est en train de partir, de partir à volo en ce moment. Et il y a le Mobile World Congress qui a été annulé, donc il y a en février. Vous avez certainement traité un petit peu cette actu, vous en avez parlé. Et donc nous, en fait, c'était la première fois qu'on n'allait pas au Mobile World Congress, qu'on a vécu cet événement un petit peu de loin. Et c'est vrai que on s'est dit, mince, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que pour nous, c'est quand même, ça parle de mobile, c'est une grosse partie de notre mois de février et de notre année. Et en fait, ça s'est très bien passé finalement, parce que les marques ont aussi très très bien réagi, à savoir que, effectivement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour avoir les conférences, puisqu'on a tout sur Internet, tout est diffusé sur YouTube. Et pour tout ce qui est, là où on avait peur, c'était pour tout ce qui est prise en main, puisque connaître les smartphones, c'est bien, mais ça, justement, tout le monde peut aller sur YouTube et tout le monde peut voir la présentation. Et nous, notre boulot, c'est justement d'être sur place et de pouvoir prendre en main les appareils, de pouvoir discuter avec les gens, etc. Et c'est là où les marques ont fait un boulot qui est, je pense, assez admirable. C'est que très, très rapidement, ils ont refait entièrement leur agenda et ils nous ont quasiment tous proposé, en fait, des prises en main très, très rapidement sur Paris, sur
place pour qu'on puisse justement se défaire de ce Mobile World Congress physique à Barcelone et pouvoir avoir plus ou moins les mêmes contenus. Alors il y en a certains qui ont sauté évidemment, mais on a quand même pu en tout cas faire un beau Mobile World Congress malgré l'annulation du Mobile World Congress. Ouais, mais du coup, l'effet collatéral de tout ça, c'est que on se rend compte que finalement, ces grands événements qui coûtent énormément d'argent, y compris aux exposants, sont peut-être pas si essentiels. Et moi, j'ai un peu peur quand même pour l'économie autour de ces conférences et ces rassemblements, que certains finissent par complètement disparaître, puisque, bon, déjà en perte de vitesse pour certains, hein, mais surtout puisque on se rend compte là, justement, parce qu'on est au pied du mur, que c'est pas essentiel en fait. Il y a plein de choses qui sont pas essentielles, effectivement. Alors, il y a quand même une petite réserve à apporter, c'est que nous, on voit ça aussi sous l'angle de la consommation du grand public. Mais c'est vrai que ces salons-là, alors en particulier le Mobile World Congress, mais ça déjà, c'est aussi des lieux de rendez-vous, effectivement, d'échanges professionnels qui sont peut-être pas autant facilités. Pour autant, on se rend compte que il y a aussi matière à s'organiser avec des technologies de visio maintenant. Peut-être que c'est un des effets entre guillemets bénéfiques, si tant est qu'on puisse considérer ça comme bénéfique, c'est qu'on va se rendre compte qu'on peut gérer peut-être plus facilement des choses à distance. Ouais, le seul souci, c'est pour l'économie locale, en fait. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'à Barcelone, on profite grandement du rayonnement. Mais c'est aussi pour les plus petits acteurs, parce que Manuel disait c'est bon, on a eu les hands-on de tous les grosses annonces, et c'est certain, ils sont bien organisés, etc. Mais tous les plus petits, qui nous font parfois un petit peu rigoler, parce que ça peut être des gadgets un peu ridicules, ou des trucs qui sont pas vraiment utilisables, ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout l'aspect business et tous les lancements de plus petits qu'on va pas aller chercher, nous, si demain, tel constructeur, je sais pas moi, du bassin d'Arcachon va nous dire on a une super idée. Bon, si t'en as jamais entendu parler et que l'idée se noie dans tes 12 000 communiqués de presse que tu reçois par semaine, c'est pas le même effet que si tu l'as vu sur place, que t'es passé à côté d'un stand, etc. Donc je crois qu'il y a cet aspect aussi qui est pas... Bon, il y a d'autres moyens ensuite de se démarquer, mais je crois que c'est aussi un aspect auquel on pense. Surtout les accessoiristes, effectivement, qui vendent des coquilles d'iPhone faites en huître du bassin d'Arcachon, peut-être, mais après... Effectivement, il y a cette problématique-là pour eux. Mais les stands coûtent très très cher pour être présent au Mobile World Congress ou même d'autres salons. Donc il y a de quoi utiliser cet argent autrement, quoi. Ouais, je pense que certains constructeurs vont peut-être se poser la question de leur présence obligatoire ou pas sur ce salon-là. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, le Mobile World Congress a l'avantage d'être le grand rendez-vous du mobile dans le monde. Donc il jouit encore de ça, mais on pense à d'autres salons comme le 3, comme ce genre de choses, qui déjà est en perte de vitesse et c'est compliqué pour eux, se font tailler des croupières toute l'année parce qu'il y a des salons du jeu vidéo toute l'année. Et là c'est pareil, certains vont être décalés, vont être annulés, et finalement on va se rendre compte que ça bouleverse pas la face du monde en fait. Alors, le problème, c'est qu'on risque peut-être de ne pas s'en rendre compte, effectivement, et Patrick soulève le fait que peut-être que ça va accentuer la bulle filtrante dont on a déjà parlé, le fait qu'il n'y ait pas de présence physique. Bon, on le verra. En tout cas, il y a aussi un autre angle pour nous, pour traiter un petit peu cette actualité liée au virus, c'est le rôle des grands acteurs, parce que, évidemment, les acteurs comme Google, Facebook, Instagram sont un petit peu en fer de lance de la diffusion de l'information et de la manière dont on peut dialoguer sur des sujets, et là on les voit, alors je trouve, agir en surface en tout cas, et de ce qu'on peut voir de manière plutôt très sérieuse. Ils diffusent de manière proactive et prioritaire des informations privilégiées, vérifiées. Ils tendent à supprimer des informations erronées et la diffusion autant que possible de fake news. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il faut peut-être un boulot qui est au moins aussi efficace qu'avant pour d'autres sujets. Donc c'est bien de voir qu'il y a une forme de responsabilité de leur part, je trouve, et puis qui sont plutôt réactifs et engagés sur ce type de sujet. Il y a aussi Amazon qui a bloqué pas mal de commercialisation de produits qui mettaient en avant de manière erronée une protection contre la propagation du coronavirus. Et ils luttent aussi activement contre des fausses promos.
bah oui, il y a des acteurs qui en profitent sur la plateforme Amazon pour faire gonfler des prix de manière très artificielle en lien avec le virus, parce qu'ils prétendent que leurs produits protègent du virus. Du coup, est-ce qu'on peut se dire, selon vous, que c'est parce qu'ils ont appris de ce qu'il fallait faire et pas bien faire des événements un petit peu critiques, ou est-ce que c'est un sujet très exceptionnel qui fait que ces acteurs sont très responsables et font les choses plutôt bien? Je ne sais pas si vous partagez un petit peu ce constat, Cédric, je ne sais pas si tu as observé un petit peu ce même sentiment. Oui, je pense que de toute façon, je parle pour les Français, on est un peuple de râleurs, et du coup, s'ils ne font rien, on va râler parce que les réseaux sociaux ont un devoir d'information aussi, et d'éviter la propagation des fake news. Ça, on entend tellement parler que voilà, on peut pas passer à côté. Ont un devoir de faire quelque chose. Donc s'ils ne font rien, on va leur tomber dessus. S'ils t'en font trop, on leur tombera peut-être dessus aussi. Je trouve qu'ils en font pas trop, justement. Dès qu'on fait une recherche sur le terme coronavirus, parce qu'on veut s'informer, ils mettent en avant la communication du gouvernement. Alors, à moins d'être un complotiste, Illuminati, anti-vax ou je ne sais quoi, ou crudivore qui est absolument fan de manger des hibiscus pour se protéger du coronavirus, à moins d'être dans cette catégorie de personnes-là, on ne peut pas s'offusquer de voir que la communication officielle soit mise en avant, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est bien, que la réaction est bonne et même proportionnée. C'est-à-dire que ça n'apparaît pas en permanence, mais uniquement accolé à des informations qui concernent le coronavirus, en disant, bon, ils n'analysent pas le propos, donc des fois, le contenu du post peut raconter des conneries plus grosses que l'auteur, mais par contre, on a un message qui dit, vous voulez vous informer sur le coronavirus, cliquez sur ce lien-là, et ça nous envoie sur le site du gouvernement. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal, la démarche. Je trouve que j'ai même été étonné de voir que ça a été fait de façon... je sais pas si ça a été fait de façon proactive, mais c'est le sentiment que j'en ai. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'on les ait forcés sur ce coup-là, en fait. Donc Facebook, Twitter, en tout cas, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils font. J'ai pas regardé Instagram, pour tout te dire. Instagram, c'est pareil. Si jamais tu fais une recherche ou si jamais tu es amené à interagir avec des thèmes qui ont ce type de hashtag, où on identifie en gros que tu es lié à ce centre d'intérêt, ils vont te remonter de manière proactive des informations aussi, avec des liens qui te renvoient vers des sites d'information vérifiés. Donc effectivement, ça paraît plutôt responsable. Ça tend à montrer que c'est un sujet vraiment exceptionnel qui les oblige à agir de manière très responsable. Ah oui, même Instagram, c'est carrément pire. On fait recherche coronavirus, il y a carrément une pop-up qui apparaît en disant vous recherchez des informations sur le coronavirus, accédez à gouvernement.fr, donc voir les publications du coup, mais ça nous donne le choix là, c'est assez dingue. Donc on est tout le temps en train de critiquer et de dire ce qui va pas bien, donc soulignons ce qui va bien là-dessus. Donc ça c'est bien. Alors peut-être un tout petit peu moins bien, on va voir. Il y a Apple qui a retiré... Excuse-moi, je voudrais juste ajouter un tout petit truc, c'est que sur ce point, il est quand même relativement facile de faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est quand même un sujet où comment dire, prendre la bonne décision n'est pas trop compliqué. Quand on te demande de décider qu'est-ce qui est acceptable de dire publiquement ou pas, là tout de suite c'est beaucoup plus difficile. Quand on te demande de décider ce qui est, comment dire, offensant ou pas, envers qui, de quelle manière, ce qui est du harcèlement, etc. Donc, bien sûr. Juste, vous avez tout à fait raison de préciser qu'ils ont dû apprendre certainement de leurs expériences passées pour bien gérer les choses ici, et c'est pas mal. Je note quand même que ça ne veut pas dire qu'on sait exactement de quoi il en est, parce qu'on a quand même des informations conflictuelles ici et là, mais c'est pas parce qu'ils réussissent à gérer sur ce sujet qu'ils devraient réussir à gérer, et que donc c'est une paresse ou une faute de leur part, une faute peut-être, mais qu'ils réussissent à gérer sur d'autres sujets plus complexes. Donc je voulais juste le mentionner.
Ouais, non, c'est évidemment plus simple de gérer ça. Et surtout à ce moment-là, peut-être qu'on dira pas la même chose dans quelques semaines ou dans quelques mois quand le sujet aura perduré, effectivement. Alors, on va se tourner pour clore un petit peu ce sujet du coronavirus vers la Chine quand même, parce que un article du New York Times a relayé pour nous occidentaux, avec un petit peu de lisibilité, quelque chose qui est en train de s'organiser en Chine, donc en lien avec le coronavirus. Une application a été développée en s'appuyant sur la société Alipay et qui amène les citoyens à installer cette application, à répondre à une série de questions, probablement à recueillir un certain nombre d'informations parce qu'il y a des autorisations de récupération de données à caractère personnel qui sont faites quand on lance l'application. Et ça vous donne un résultat. Donc sous la forme d'un QR code, d'un code qu'on peut flasher pour avoir plus d'informations. Mais en soi, ce QR code, il va surtout avoir 3 couleurs, soit vert, tout va bien, jaune ou rouge, et donc le code couleur amène à vous mettre en quarantaine tout simplement. Donc si vous êtes de couleur jaune, ça va vous indiquer d'être en quarantaine pendant 1 semaine, et rouge carrément pendant 2 semaines ou jusqu'à nouvel ordre. Il y a eu en revanche pas mal d'inquiétudes, ou en tout cas en creusant un petit peu le code, il y a eu des réflexions qui ont été émises sur le fait que justement cette application qui est de plus en plus utilisée dans le cadre de contrôle en Chine, notamment pour accéder au métro, pour circuler de manière générale, et qui vous laisse passer évidemment si vous présentez le QR code vert, recueille pas mal d'infos, et évidemment il y a une inquiétude. Alors tout ça est mis sous le prisme évidemment des réactions qu'on peut avoir nous aussi en Occident sur ce type d'événements, ce type d'actions, et surtout dans ce pays, qui sont que la collecte de données personnelles risque d'être évidemment massive. Là, elle est importante de par le fait que ces personnes communiquent pas mal d'informations via l'application et surtout sont traquées géographiquement. Donc à chacun de leur passage, déjà ils peuvent être identifiés, et puis surtout toute leur géolocalisation peut être transmise. Et il y a un bout du programme qui s'appelle, alors je cite, Report Info and Location to Police, et donc évidemment qui envoie des informations sur la localisation de la personne, son nom, son identifiant, etc. Et l'inquiétude peut être de se dire que, peut-être en rapport à ce qui a pu être constaté pour les Jeux Olympiques à Pékin en 2008 ou l'exposition universelle en 2010, il se pourrait évidemment que le gouvernement chinois en profite pour récupérer de l'information et traquer un petit peu plus activement les citoyens. Alors tout ça est à prendre avec, comme toujours, des très grosses pincettes. On n'est pas sur de l'affirmation, c'est plus une tendance d'usage de la part du gouvernement chinois qui peut être identifiée. On peut se rassurer, 98,2% des QR codes qui s'affichent sont verts. Il y en a quand même quelques-uns du coup qui sont jaunes et évidemment rouges, ce qui oblige les détenteurs de QR codes jaunes et rouges à rester en quarantaine chez eux. Il y a d'ailleurs des personnes qui émettent le fait qu'en ayant ce résultat de QR code, ils ne savent même pas quand ils vont potentiellement pouvoir revenir. Quand le QR code est rouge, ils ne savent pas quand ils vont pouvoir retourner au travail. Voilà, on peut que regarder un petit peu ça d'un œil un petit peu circonspect, et puis surtout savoir, essayer de se demander si à l'avenir une éventuelle capitalisation sur ces données va être faite par le gouvernement. À voir. Est-ce que, Manu, tu penses que le gouvernement chinois en profite honteusement pour récupérer de l'information massive encore plus qu'avant, ou est-ce que finalement, si je déclenche le jingle de l'avocat du diable, on ne devrait pas se dire aussi que, compte tenu des circonstances très exceptionnelles, là encore, est-ce qu'il n'est pas plutôt de bon ton de réagir de cette manière-là avec ce type de stratégie technologique qu'on peut mettre en place facilement aujourd'hui ? Alors, est-ce que le gouvernement va en profiter ? Ça, j'en sais rien, et je ne m'avancerai surtout pas sur cette question parce que malheureusement c'est beaucoup trop opaque pour qu'on puisse le savoir, et que de toute façon je ne suis pas expert en gouvernement chinois, donc je laisse ça aux personnes plus compétentes que moi. Après, je pense que dans l'idée du gouvernement chinois qui contrôle déjà énormément de choses, ça reste quand même assez logique comme suite, et une mesure d'urgence qui est pas
j'ai envie de dire, qui est pas déconnante dans le sens où c'est ce qu'ils font de toute façon, traquer la population à longueur de journée, notamment avec la reconnaissance faciale, et c'est quelque chose qui pour les habitants est pas anormal en fait, puisque justement tu parlais de cette application qui est utilisée quand même par 90% de la population, sans que ça pose apparemment le moindre problème. Ils n'ont pas le choix, en fait. Il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des voix quand même qui s'élèvent, notamment des personnes un peu plus âgées qui se plaignent du fait de devoir installer ce type d'application sur le plan technologique. Mais ils n'ont pas trop le choix. S'ils veulent rentrer dans le métro, ils sont obligés de présenter le QR code, quoi. Oui, et puis j'ajouterais que on se demande si le gouvernement va utiliser les informations. Tu l'as mentionné, Guillaume, mais peut-être que les auditeurs n'ont pas bien saisi la chose. À chaque fois qu'on lance l'application, qu'on l'utilise, qu'on l'installe, ça envoie une série de données aux forces de police, spécifiquement aux forces de police. Et l'application, c'est une application qui a été développée par Alipay, qui ont une filiale d'Alibaba, qui est l'équivalent, allez, on va schématiser, d'Amazon. Donc c'est comme si Amazon développait une application pour aider le gouvernement sur la question de la gestion du virus, et envoyait directement toutes les informations à la police. Et en plus de ça, le chiffre que tu as donné, 98,2%, je crois, de code QR vert sur la zone. Alors on se dit, ah bah d'accord, c'est pas grand-chose, 1,8%, ça fait 1,2 million, ou dans cet ordre d'idée, un peu sur plus d'un million. Sur les proportions, ouais, c'est énorme. Voilà, de personnes qui sont confinées chez elles, sans savoir vraiment. Alors normalement on dit orange c'est une semaine, rouge c'est 2 semaines, mais il y a une personne par exemple qui habite dans une zone à risque et qui du coup a un code rouge sans être malade, et elle ne sait pas quand elle va pouvoir sortir de chez elle. Et c'est pas que tu peux te demander à quelqu'un, c'est juste t'es chez toi et t'as pas intérêt à sortir. Donc est-ce que c'est justifié? Il y a quand même, d'une part, une méthode pour le moins marteau de la part du gouvernement chinois, ce qui ne surprendra personne, mais je pense qu'il faut se méfier un petit peu de cette idée de se dire il y a un virus, donc bon, peut-être que c'est justifié. Là, on est dans une phase, selon les épidémiologistes, on en parlait la semaine dernière, on est dans une phase où le confinement a échoué. Et a priori, ça sert plus vraiment à grand chose d'essayer de confiner le truc, parce que ça y est, le virus est dans la nature. Donc il faut soigner plutôt que confiner. Et donc, mais là, ils essaient de limiter la propagation. Écoute, on peut pas leur en vouloir d'essayer de gagner à Plague Inc. Je veux dire, ils mettent en place des stratégies. Bon, ça marche pas, mais au moins en attendant, ça a eu tendance quand même à ralentir le nombre de contaminations. Donc c'est pas complètement inefficace. Alors évidemment, ça l'est plus suffisamment. Attends, est-ce qu'on en est sûr? Les informations du gouvernement chinois, moi je les prendrais avec des pincettes. Ouais. Non, mais bien sûr. C'est sûr que si tu enfermes tout le monde chez soi, effectivement, ça va calmer. Mais c'est vrai que tu dis qu'il vaut mieux guérir que confiner, mais si... En attendant, on fait quoi? Si t'en guéris moins que ce que le virus se propage parce que les gens sont pas confinés, ça peut aussi être un problème derrière, parce que comme tu disais, 1,8% de la population, comme ça peut être ridicule, mais en fait on peut le tourner aussi. Tout à l'heure tu disais que toi ça te dérangeait pas, ça te faisait pas peur parce que tu es jeune. Je lisais que pour les moins de 30 ans, le coronavirus peut être mortel à 0,8% des cas. Bon, c'est pas énorme, mais effectivement, 0,8% des cas sur une population qui est énorme, et là on parle de 50 millions d'habitants juste dans la région, ça commence peut-être à faire quand même un petit nombre. C'est sûr. Disons que je faisais un tout petit peu le contrepoint de ce que vous disiez. Je ne dis pas que c'est complètement injustifié, mais il faut avoir tous les éléments de la réflexion. Maintenant, il y a aussi un danger, à mon sens, qui est de se dire il faut que tout s'arrête. Il faut que parce que on est dans le même type de réflexion que quand on se dit si on regarde les chiffres du nombre d'accidents de voiture, plus personne va prendre la voiture. Ce genre de mécanique. Et le gros problème, et là je vais peut-être abonder un petit peu dans votre sens quand même, le gros problème de ce coronavirus, c'est qu'on ne sait pas
il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc il y a cette incertitude qui peut pousser à pécher par excès de prudence, mais est-ce vraiment un péché si c'est un excès de prudence ? Je peux comprendre l'argumentation. Moi, j'ai dit à plusieurs reprises, il semblerait que le taux de mortalité soit de 2%, mais en même temps, c'est difficile de savoir 2% des cas déclarés, mais la grippe normale, c'est beaucoup moins, mais beaucoup moins parce qu'il y a aussi beaucoup de cas qui sont... on compte la mortalité sur l'ensemble et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont symptomatiques mais qui ne se déclarent pas aux autorités, etc. Et puis, il faut savoir aussi que le gros exemple de la grippe, l'une des grippes les plus mortelles de l'histoire, qui est la grippe espagnole, c'est pas qu'elle avait un taux de mortalité de 40%, elle avait un taux de mortalité estimé à 2 à 3%. Donc, bon, c'était pas les mêmes conditions d'hygiène, etc., etc. Mais bon, c'est vrai que 2%, c'est pas rien. Donc, en même temps, je suis en train de réorienter ma réflexion dans votre sens aussi, parce que c'est des éléments... Oui, mais après, on pense souvent à soi, et c'est ce que je comprends tout à fait. Et c'est pareil pour ton fils, il y a très peu de risques, à moins qu'il ait une maladie particulière, mais moi, pour mon fils, il faut préciser, c'était pas que j'avais peur qu'on attrape le virus, encore une fois. Non, c'est que j'avais peur qu'il soit isolé pendant 15 jours supplémentaires. Non, même pas, c'est que je savais pas qui allait s'occuper de lui pendant 15 jours si on n'était pas là. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pas la peur d'être détaché de lui, parce qu'au contraire, t'en es bien content, là. Hein. C'est la moitié de la raison pour laquelle on voulait partir au Japon. Voilà, exactement. Mais t'es dit, je m'en vais à l'autre bout de la planète pour plus le voir. Donc quand même, j'avais bien compris que c'était pas ça le souci. Mais non, mais le souci, c'est que si tu es contaminé sans le savoir, parce que tu t'en fiches, t'as un petit peu mal à la gorge, et puis c'est tout, quoi. Tu vas croiser des personnes qui, elles, sont peut-être... toi, tu le sais pas que tu es porteur, et tu vas croiser des personnes qui, malheureusement, elles, sont dans la tranche d'âge des gens qui risquent beaucoup plus leur peau, ou qui ont des déficiences immunitaires, et même si pour toi, tu t'en fiches, je dis pas que tu auras tué cette personne-là en faisant pas attention. Non, mais si, c'est irresponsable. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres, en fait. Tu vois ? Bien sûr. C'est l'enjeu du rôle. C'est exactement ça. Le principe du confinement et tout ça, c'est finalement pas tellement pour les gens qui sont chez eux et qui, d'ailleurs, peut-être ont très peu de symptômes ou ont une toute petite fièvre, mais restent contagieux pendant 20 ou 30 jours. C'est plutôt le problème de contaminer les autres, en fait. C'est le problème qui est soulevé par les vaccins, hein, d'ailleurs. De manière générale, on pense à soi quand on parle vaccin, mais effectivement, il faut savoir quand on se vaccine soi, on protège la société. C'est ça, exactement. C'est ce rôle-là. Exactement. Oui, bon, disons que là, la discussion s'est étendue. La question qui se pose sur ce sujet spécifique du confinement mis en place par le gouvernement chinois. Oui, c'est juste qu'ils veulent cheater à Plague Inc., mais ça marchera pas. C'est ça. Ils vont faire comme les autres, ils vont perdre. Et qu'ils diffusent des informations aux services de police aussi, ce qui, encore une fois, dans le contexte de la société chinoise, n'est pas forcément si surprenant. Mais... Au passage, Plague Inc., hein, que tu le disais, tu citais le jeu, Cédric, où on incarne un virus et on essaye de ravager la population mondiale, est désormais banni en Chine. Oui, c'est la transition, en fait. Il faut dire que le tuto vous fait choisir quand vous faites le tuto de Plague Inc., en fait, les relancer. Et quand tu fais le tuto au départ, il te dit choisissez un pays où commencer votre virus, mais dans le tuto, t'as pas le choix. Tu choisis forcément la Chine. La Chine, ouais, c'est ça. D'un autre côté, tu maximises tes chances. Hein. D'ailleurs, il y avait eu un truc un peu marrant avec Plague Inc., c'est les téléchargements ont explosé avec le coronavirus. Oui, comme à chaque épidémie. Ouais, et du coup, le développeur a été s'est senti obligé, en tout cas, de faire une sortie publique en disant oh les mecs, c'est pas un tuto, hein, c'est juste un jeu. Donc prenez pas ça comme quelque chose d'intéressant pour savoir comment déployer le coronavirus. Bon, on va laisser un petit peu ce sujet. Allez, on va aller vers d'autres sujets. J'espère un peu moins anxiogènes. Peut-être que c'est le bon moment. Je vais choisir une illustration qui va compenser pour illustrer l'épisode sur le site web. Ça devrait. Oui, ça évite. Ça évitera aux gens de ne pas écouter l'épisode. Déjà que c'est pas Patrick qui l'anime, si en plus il y a une image anxiogène, ça va pas le faire. C'est le bon moment. C'est le bon moment peut-être, Patrick, allez quand même, hein, pour rappeler, comme je te disais en intro, que le Rendez-vous Tech est disponible en financement participatif sur Patreon. Est-ce que tu veux en toucher quelques mots maintenant que tu es là pour propager le bon message? J'allais te laisser le faire parce que c'est toi qui conduis l'émission, mais simplement pour mentionner effectivement que l'émission est disponible gratuitement pour tous. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit peu de pub d'une part, mais surtout il y a des gens qui y payent. C'est comme un magazine dans lequel il y a un petit peu de pub, et
y a que ça, le magazine ne fonctionne pas. Et là, ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui choisissent de soutenir l'émission financièrement, et c'est grâce à eux que vous pouvez l'écouter, que vous pouvez nous écouter débattre sans fin de cette question de l'importance et de la gravité du coronavirus, entre autres. Et du coup, j'aimerais vous encourager, si vous écoutez cette émission depuis un moment et si elle vous plaît, à penser à devenir vous aussi un membre de la formidable équipe des Patriotes. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et le lien est dans les notes de l'émission. C'est super simple, ça prend 2 minutes. Vous pouvez le faire en mobilité, depuis votre bureau, depuis chez vous. Comme je le disais à l'épisode précédent, quand vous êtes en train de partir d'écouter, vous faites ça pendant les courses ou pendant que vous faites du sport. Quand vous rentrez chez vous, vous lâchez les clés dans le bol. Comme d'habitude, ça fait cling et vous pensez... Ah, cling Patrick. Et donc, vite, vous vous précipitez sur votre ordinateur pour soutenir. Donc, j'espère que ça vous inspirera. Et surtout, je remercie très, très chaleureusement ceux qui permettent à cette émission d'exister en faisant partie des Patriotes. Donc, merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisiront de regarder si ça les intéresse en allant sur patreon.com/rdvtech. Bon, le message est lancé, vous savez quoi faire. Et pendant que vous vous rendez sur patreon.com, on va continuer à dérouler un petit peu quelques news. Alors effectivement, une news moins anxiogène parce que donc on parlait des transports en commun qui peuvent diffuser le virus. Le mieux, c'est peut-être de prendre sa voiture, même si c'est peut-être pas le plus écologique en ce moment. Mais il y a Citroën qui a une proposition qui est assez intéressante. Alors, elle n'est pas révolutionnaire sur le plan de la technologie, mais elle mérite quand même qu'on s'attarde un petit peu dessus. Donc c'est un véhicule électrique de 2 places, c'est plus petit qu'une Smart, avec un tout petit gabarit. On peut la recharger sur une prise de courant classique, donc pas besoin d'installer un chargeur spécifique à votre domicile. On peut la conduire sans permis à partir de 14 ans si vous détenez le BSR. La vitesse de pointe est celle de 45 km/h, donc ça va un petit peu plus vite que les trottinettes électriques, mais peut-être pas tant que ça. 10 km/h de plus, je crois qu'en moyenne c'est 35 km/h, si je dis pas de bêtises, les trottinettes. Non, légalement 25. C'est 25. Hein. C'est 25, pardon. Non, on va quand même plus vite avec cette voiture. On peut rouler aussi quand même plus, puisqu'on a une autonomie de 70 km et qu'on peut atteindre, on peut recharger la batterie complètement et atteindre cette autonomie avec 3 heures de recharge, et tout ça est connecté à l'app mobile de Citroën, alors qu'on nous présente comme étant un moyen d'avoir le véhicule connecté. Je vous spoil un petit peu, l'appli n'est pas géniale, mais bon, c'est quand même un plus pour suivre voilà, des informations un peu essentielles. Là où c'est intéressant de s'attarder sur cet appareil, c'est pour son prix. Et oui, il coûte, déduction faite de la prime écologique, on peut l'avoir à 6 000 €, donc c'est seulement, tenez-vous bien, 5 iPhone 11 Pro, ou même 2 iPhone 11 Pro et des loyers de 20 € par mois, dispo très prochainement à la Fnac et chez Darty. Manu, tu as suivi un petit peu cette présentation. Qu'est-ce qu'on peut souligner comme nouveauté sur ce véhicule ? Alors comme nouveauté, tu l'as dit, en fait c'est pas le véhicule en lui-même est pas extrêmement nouveau, hein, c'est un très bon petit appareil électrique, mais en fait on avait déjà eu des voitures sans permis, notamment Renault propose la Twizy, exactement. Ce qui est vraiment impressionnant en fait, c'est justement cette façon de le vendre. Alors déjà son prix qui écrase la concurrence, puisque c'est 6 900 € à l'achat, moins les 900 € de bonus écologique, donc on est à 6 000 €. Sachant que la Twizy est à 7 540, plus la location de la batterie encore derrière, donc ça monte encore. Et sans les portes. Et sans les portes. Non, mais du coup l'hiver on a froid. Et là, en fait, avec un premier versement de 2644 €, pardon, on peut conduire la Citroën Ami pour seulement 20 € par mois pendant 48 mois, ce qui est pas si cher que ça, qui est largement abordable et qui peut faire imaginer à des parents acheter ça justement à leurs enfants, à des collégiens, à des lycéens pour aller à l'école, plutôt qu'un scooter.
parce que justement c'est plus safe qu'un scooter. Et je sais que par exemple, si mes parents m'écoutent, ils ont toujours refusé de m'en acheter un à l'époque. Voilà, alors que là, typiquement, je pense qu'ils n'auraient pas vu une contrainte à m'acheter ça. Le deuxième point... La question, c'est est-ce que toi, tu en voudrais plutôt qu'un scooter ? Parce que tu as quand même un petit peu l'air... En fait, la question, c'est pas est-ce que j'en voudrais à la place d'un scooter, c'est est-ce que j'en voudrais à la place de marcher, parce que mes parents veulent pas que j'ai un scooter. Donc, dans tous les cas, c'est mieux. Et le deuxième point donc, qui est soulevé, effectivement, tu l'as dit à la fin de ta chronique, si on peut appeler ça comme ça, enfin si on peut appeler ça une chronique, de ta présentation, merci, c'est que c'est vendu à la Fnac. C'est assez fou. Je crois que c'est la première fois qu'une voiture est vendue chez un revendeur d'électronique comme ça, hein, donc c'est une grande surface, donc c'est vraiment beaucoup plus accessible. Et même il y a une troisième possibilité, c'est l'autopartage, puisque il y aura, je crois que c'est Free to Move qui pas donné l'autopartage. Alors je me rappelle plus du prix, mais de toute façon c'est 26 centimes la minute. Ouais, effectivement. Donc c'est plus cher qu'une trottinette pour le coup, mais c'est plus sympa qu'une trottinette comme voilà. C'est ça. Cédric, est-ce que le salut de la mobilité urbaine passera par ce type de proposition selon toi ? Eh bien, en attendant, les gens qui roulent en voiture sans permis peuvent se tourner vers ce type de véhicule, parce qu'il ne faut pas oublier que les voitures sans permis, par exemple Ligier ou Exam et tout ça, il y a plein de marques qui font ça. Une voiture sans permis, vous savez combien ça coûte ou pas ? Alors, dans mes souvenirs, c'était aux alentours de 15 000 €. Mais... C'est exactement ça. Donc, pour la moitié du prix, au lieu d'avoir un véhicule thermique extrêmement polluant avec un moteur de tondeuse qui va à 50 km/h, vous avez un véhicule électrique que vous pouvez recharger chez vous, qui vous coûtera moins cher en entretien et en essence. Enfin, franchement, si demain, je vois encore des gens rouler avec ce type de véhicule, je ne comprends pas. C'est pas possible de continuer à immatriculer ce type de véhicule quand celui-ci sera sorti, quoi. Bon, à part peut-être pour le look, effectivement, parce que l'ami, il faut aimer. Hein, c'est un look un peu particulier. Mais je trouve qu'il y a de très bonnes idées. On est dans une période où... Et cibler les jeunes, en plus... C'est aussi le bon plan, parce qu'avec Greta Thunberg et les ambitions écologiques de cette génération-là, OK Boomer, c'est vraiment ça va dans le sens de l'histoire. Alors après, est-ce que ça va les séduire ou pas ? Ça, je suis pas devin pour le dire. Mais il y a de très bonnes idées, comme par exemple le fait d'utiliser 2 portières gauche pour. Non, mais c'est vrai. Du coup, les portes s'ouvrent en antagoniste. Hein, donc il y en a une qui s'ouvre du bon côté, comme on a l'habitude dans une voiture, et l'autre qui s'ouvre à l'opposé. Du coup, puisque c'est la même portière, je crois que c'est 2 portières droites ou 2 portières gauche, je sais plus laquelle, mais ça coûte moins cher à produire de faire qu'une seule des 2 portières. Donc ça explique aussi le coût. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est plus petit qu'une Smart en longueur. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 20 cm de moins, donc c'est encore plus compact. Donc sur une place classique, vous pouvez en mettre 2. Voilà, il n'y a pas de coffre, mais à l'avant, il y a énormément de place pour y glisser une petite valise cabine. Honnêtement, je trouve que ça répond à une partie d'un besoin. Alors après, est-ce que c'est un besoin global qui va faire qu'ils vont en vendre des millions ? Je ne sais pas. Ça, j'ai un peu un doute. Par contre, et même pour les gens qui sont déjà équipés, tu vois, moi par exemple, je roule dans une voiture hybride. J'en étais très content pour faire de la ville de ma voiture hybride, puisque je consomme très peu en ville. Eh bien, je me suis dit, mais tiens, j'ai une appli aussi sur ma voiture qui me dit à chaque fin de trajet à quelle vitesse moyenne j'ai roulé. Et en général, je suis à 29 km/h. Tu vois, c'est très précis, mais c'est toujours ça. Donc 19 km/h et 29 km/h, pardon. Et donc du coup, se poser la question d'un véhicule qui m'a coûté 35 000 € et que je trouve très agréable en ville, qui me permet de faire aussi des longs trajets. Oui, c'est ça. Tu fais des choses avec le véhicule actuel, voilà, mais ce que je ne pourras pas faire. Mais... Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en véhicule secondaire, ou par exemple le véhicule pour aller bosser tous les jours, eh bien pourquoi pas ? C'est-à-dire que me dire, là par exemple, on a 2 véhicules plus une moto, la moto qui sert à aller au travail dans les embouteillages et tout ça, tu vois. Mais on a un autre véhicule thermique tout petit avec un tout petit moteur qui sert vraiment pour dépanner, faire les trajets quotidiens du boulot.
ce véhicule-là pourrait très bien sauter pour un véhicule électrique de ce type-là, en fait. Donc, moi, là, je trouve que la promesse est belle, en tout cas, 70 km, donc je pense que ce sera plutôt aux alentours de 50, mais 50 km avec une vitesse de 45 km/h, il y a un chauffage pour l'hiver, je trouve que c'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Oui, tu voulais terminer quelque chose ? Juste une question. Du coup, si c'est un véhicule qui t'intéresse, est-ce que tu l'achèterais chez Citroën ou à la Fnac ? Écoute, avec la carte Fnac, s'il y a moyen de... Non, je plaisante. Mais... Pour les adhérents Fnac. Après, moi, je suis un vieux, hein, donc j'aurais tendance à aller chez Citroën pour l'acheter. Mais après, si j'avais pas de concession Citroën à côté de chez moi, ouais, j'irais au Darty le plus proche ou Fnac la plus proche. Ça me dérangerait pas. Je m'imagine quand même mal sortir dans les caisses de ces magasins-là avec ce véhicule. Ouais, donc, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Non, mais en fait, le vrai souci, c'est que je pense que des gens du marketing chez Citroën se sont dit ouais, les jeunes, ils vont à la Fnac et chez Darty. Du coup, ils viennent jamais en concession Citroën, surtout que nous on vend des voitures pour vieux. Je suis désolé, hein, c'est pas vrai, mais quand même Citroën a une image quand même de concessionnaire plutôt pour les personnes âgées. Du coup, non mais c'est vrai, arrêtez, c'est vrai, la moyenne d'âge d'un consommateur, regardez les moyennes d'âge des clients Citroën et vous serez étonnés. Et du coup, on n'imagine pas un jeune de même 16, 17 ou 18 ans aller chez Citroën, alors qu'aller à la Fnac, hein. Évidemment, on sait bien, tous les jeunes vont à la Fnac. C'est bien connu, voyons. Ah ouais, Oui, c'est bien connu. Je crois qu'ils Ça, visent c'était les parents, jeunes de l'époque de Patrick. En fait, ouais, c'est ça. Les jeunes de l'époque de Patrick, ils allaient à la Fnac pour lire des BD et tout ça. Complètement. Mais non, mais ils visent pas les jeunes, ils visent les parents. Et les parents, non, oui, ils sont peut-être plus prompts à aller à la Fnac. Ils vont chez Darty et à la Fnac. Tu sors avec un lave-vaisselle et une voiture. Et une voiture, c'est ça. J'imagine qu'elle est livrée ensuite, que tu l'achètes là-bas et qu'elle est livrée ensuite. Tu vas pas la prendre sous le bras. Bien sûr. Mais pour ceux qui n'ont pas le visuel, effectivement, elle est fermée. Contrairement à la Twizy sans les portes, elle est fermée. Oui. Donc le chauffage, ça peut faire quelque chose. Moi, je dis ça parce que je suis en Finlande et qu'il fait parfois un peu froid. Oui. Mais ouais, mais le problème, c'est que tu aurais beaucoup plus de 50 km à faire pour, bien sûr, non, mais ça, atteindre la ville la plus proche. Il y a des gens pour lesquels c'est pas une solution. Toi, un Cybertruck, on le sait. C'est ça. Bon, on va laisser de côté la Citroën Ami. On va peut-être traiter rapidement quand même, mais je trouvais ça intéressant d'apporter cette pédagogie parce que il s'est passé avec WhatsApp un petit souci et qui peut vite laisser place à des interprétations et on peut vite en tirer des conclusions. Je trouve que c'est intéressant qu'on puisse appuyer un petit peu dans l'émission ce qui s'est vraiment passé. Alors, WhatsApp, comme vous le savez, c'est une application de messagerie. Si jamais vous allez à la Fnac et Darty, vous apprendrez que donc WhatsApp est une application de messagerie instantanée qui permet de créer des groupes de discussion. Et donc la particularité de ces groupes de discussion, c'est qu'elles sont accessibles via des liens d'invitation. Donc vous pouvez créer un groupe, partager le lien à d'autres personnes que vous voulez ajouter à la conversation, et en cliquant sur ce lien, vous arrivez tout de suite dans le groupe ou en tout cas être invité à installer WhatsApp pour pouvoir rejoindre le groupe. Alors, il y a des applications qui sont très chiffrées. Patrick avait déjà relayé, évidemment, Signal dans des précédentes émissions, qui est une alternative en messagerie comme ça, instantanée, mais très reconnue pour sa sécurité et son chiffrement, et qui ne permet pas, par exemple, ce type de fonctionnalité. Problème, ces liens, on s'est rendu compte qu'ils ont été indexés par Google. Donc, en gros, ils ont été accessible quand on faisait des résultats de recherche sur le moteur de recherche. Alors d'ailleurs pas que Google, hein, mais il y avait tous les moteurs de recherche qui recensaient ces groupes-là. Donc en faisant certaines requêtes, on pouvait arriver à trouver des groupes de discussion. Je vous laisse imaginer la variété des groupes qu'on pouvait trouver en fonction des recherches. Il y a eu beaucoup de créativité. Et des centres d'intérêt. Et des centres d'intérêt. Il y a eu beaucoup de créativité pour trouver tous les groupes croustillants. Donc l'explication, elle est simple, hein, c'est Google, il ne fait pas dans la dentelle. Les moteurs de recherche, en général, ils indexent tout ce qu'ils ont, à moins qu'on ne leur demande explicitement de ne pas figurer dans les résultats de recherche. Et en l'occurrence, là, c'est WhatsApp et donc le groupe Facebook hein, qui détient WhatsApp, qui n'ont pas jugé utile, alors a priori depuis novembre 2019, d'indiquer aux moteurs de recherche de ne pas indiquer les groupes. Alors, comme je vous le disais, il y a la possibilité de trouver plein de groupes WhatsApp. Il y a
a d'ailleurs Numérama qui avait mené une petite enquête qui leur a permis de montrer qu'on pouvait identifier des numéros de téléphone de personnalités politiques. Je crois que c'est le groupe WhatsApp d'Europe Écologie Les Verts qui a été identifié très facilement. Donc, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est donc de souligner ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi est-ce que ce groupe de discussion que vous avez avec vos proches, il est a priori théoriquement privé, mais que certaines modalités techniques peuvent le rendre accessible. Il n'est pas sécurisé avec un accès avancé de type mot de passe. Alors, il ne faut pas céder probablement non plus à la panique totale, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir redonner un petit peu les... Allez hop. Et voilà, on va pas mettre tout le monde en quarantaine, tous les groupes WhatsApp en quarantaine quand même. Donc, j'ai moins de 44 ans et je suis client Citroën, je l'ai trouvé par exemple. Et c'est pas mal, effectivement. Bon, c'est corrigé, hein, ce petit problème, évidemment. Et dernier point, peut-être qu'on va aborder aussi sous l'angle de la pédagogie. Alors c'est le sujet qui va faire fuir tous ceux qui sont allergiques aux trucs un peu trop techniques, mais promis, j'ai essayé de trouver des analogies qui vont vous permettre de comprendre de quoi il retourne. Donc c'est le DNS over HTTPS. Alors il faut refaire un tout petit peu de schéma sur la manière dont ça se passe quand vous visitez un site web. Aujourd'hui, donc quand vous allez sur un site web, par exemple, prenons au hasard frenchspin.fr. On y va et on se connecte, donc on a le petit HTTPS qui montre qu'on est sur une conversation sécurisée, c'est-à-dire qu'en gros les informations qui transitent entre le site web et nous, donc avec notre navigateur, sont chiffrées, donc ça garantit que les informations échangées ne peuvent pas être lues par d'autres personnes. Toujours en reprenant l'exemple de... Je te corrige tout de suite parce qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer. J'ai pas chiffré sur FrenchSpin parce qu'il y a tellement... La seule chose qui transite, c'est les commentaires et c'est pas grand-chose. Donc il est pas... Mais il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je passe en HTTPS. J'ai pas eu le temps. Bah, tu sais que Google prend en compte maintenant cet élément pour bien faire remonter. Bon, bref. Alors, prenons en théorie donc le site de Patrick. En tout cas, un autre point, c'est que quand on saisit FrenchSpin.fr, on le voit pas forcément, évidemment, mais on interroge une sorte de table de correspondance. Donc, sachez que ça s'appelle un serveur DNS qui fonctionne un peu comme un annuaire téléphonique. Donc, c'est comme quand j'appelle Patrick. Je compose pas son numéro de mobile parce que je le connais pas par cœur, mais je sélectionne Patrick dans ma liste de contacts et du coup, c'est mon smartphone qui compose le numéro pour moi. C'est un petit peu l'analogie que j'ai trouvée pour expliquer comment fonctionnait un serveur DNS. Ça évite évidemment d'avoir à se rappeler des numéros de téléphone ou de se tromper, donc c'est quand même assez pratique. Problème, cette requête aujourd'hui, elle n'est pas chiffrée. Donc on vit à une époque où tout ce qui est messagerie, on l'a vu tout à l'heure, il est important que ce soit chiffré, que nos conversations et nos échanges avec les sites web soient sécurisés. Et cet aspect-là de la requête n'est pas aujourd'hui chiffré. Et Firefox donc propose une nouvelle version qui est actuellement avec une fonction qui est actuellement activée uniquement aux États-Unis, qui permet de chiffrer par défaut ces requêtes, donc de les sécuriser, en s'appuyant sur un service tiers que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Cloudflare. Donc l'objectif, il est double, d'empêcher toute surveillance, parce que quand on utilise des technologies de ce type-là, évidemment, il est beaucoup moins facile de savoir ce qu'on fait et de savoir sur quel site web on va se rendre. Et puis empêcher la censure de sites web. Donc quand il y a des gouvernements qui veulent bloquer l'accès à certains sites web, évidemment, il est plus facile de se rendre sur ces sites puisqu'il est plus difficile de nous empêcher d'y aller. Donc c'est cette fonctionnalité que vous allez peut-être voir apparaître dans l'actu qui s'appelle DOH, donc DNS over HTTPS, qui est également proposé sur Chrome et sur les autres navigateurs, mais qui est activé par défaut sur cette nouvelle version sur Firefox. Alors ça soulève quelques petits problèmes et il y a des experts en sécurité s'en sont émus, notamment le fait que ce soit en place par défaut avec Cloudflare, que ça remplace paramètres sur l'ordinateur, donc que ça peut mettre à mal des fonctionnements de type contrôle parentaux. Donc voilà, ça, et puis accessoirement aussi, ça peut lever des protections contre des sites qui ont été, prenez les guillemets, légitimement bloqués. C'est ça. C'est surtout ça, en fait. Pédopornographique, effectivement. Cédric, bon move ou mauvais move de Firefox ? Alors, en fait, Firefox est dans un move de... Ils sont dans une position, Firefox, de vouloir continuer à exister, et ça se comprend. Hein. Aujourd'hui, ils sont super challenger de Chrome, essentiellement d'ailleurs. Même Edge, qui commence à revenir petit à petit. Mais il faut qu'ils se différencient. Et eux, ils prennent vraiment le contre-pied total
de ce que propose Google, c'est-à-dire livrez plus votre vie privée. Nous, on va s'assurer avec Firefox que vous ayez l'outil qui va vous permettre de contrôler tout ça, de ne pas être tracé, d'être tranquille et d'être le plus sécurisé possible de manière globale en fait. Que ce soit des attaques extérieures ou peu importe en fait. Donc je comprends le move d'un point de vue communication. Je comprends aussi le move d'un point de vue technique quand on regarde qu'un côté de la pièce. Seul problème, c'est comme tu l'évoquais, c'est qu'il y en a deux côtés. Et qu'effectivement, il y a quelques possibilités de se retrouver avec des sites bloqués qui ne le sont plus, des choses du genre. Alors, ou même de faciliter la consultation de certains sites interdits. Enfin bref, c'est un peu compliqué. C'est toujours pareil en fait. Quand on protège la vie privée, on protège toutes les vies privées, y compris celles des malandrins. Et donc forcément, j'arrive pas à déterminer si c'est un bon ou un mauvais move. En fait, l'intention globale, est voilà, c'est ça. Mais il y a des dommages collatéraux. En plus, on l'impose absolument. Enfin, c'est. Je pense que c'est surtout ça le problème, moi, c'est qu'en fait c'est imposé, et surtout c'est imposé à des personnes qui savent peut-être pas que ça leur est imposé, parce que nous on en parle, on sait ce que c'est, on comprend, etc. Mais il y a personne qui va aller dans les paramètres de connexion, paramètres de DNS, aller tout au fond dans un sous menu pour enlever Cloudflare, etc. Et comme ça reprend le dessus sur les DNS de l'ordinateur, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un problème d'accès sur un DNS parce qu'il y a un câble qui a pété ou whatever, et du coup vous n'avez plus accès à une majorité du web, et du coup vous changez vos DNS, vous passez par ceux de Google ou ceux de Cloudflare ou n'importe lesquels plutôt que ceux de votre opérateur, et du coup vous récupérez l'accès à ces sites web. Et là aujourd'hui en fait cette solution qui peut paraître pas évidente, mais qui sera donnée à la majorité des personnes à qui ça va arriver, en fait, le DNS de Cloudflare va reprendre le relais, et si c'est lui qui a pété, voilà. Ils n'auront plus accès à une partie du web, encore une fois, et ça risque de leur poser problème. Patrick, est-ce que ça t'émeut d'une quelconque manière, ou est-ce que tu as envie de critiquer ou encenser la manière dont j'ai essayé d'apporter de la pédagogie sur ce sujet ? Non, c'était très bien. C'était très bien expliqué. Comme tu l'as dit, le gros souci, c'est, et vous l'avez tous évoqué, c'est exactement les mêmes problèmes ou les mêmes catégories de problèmes que quand on parle de vie privée à tout point de vue. Le fait que ça soit par défaut ou pas, je crois que c'est un petit peu accessoire, sauf dans le cas très précis où on a voulu mettre en place des contrôles parentaux et que mais si on a en place des contrôles parentaux, on peut choisir le navigateur aussi que la personne va utiliser, je pense, et c'est vrai que si on n'est pas au courant, ça peut poser problème. Je dis pas que ce ne sont pas des problèmes réels, mais le vrai cœur de la question, c'est est-ce qu'on protège la vie privée ou pas ? Et il y a ces deux côtés de la médaille, mais dans tous les sujets. Quand on parle de Signal, l'application qui est vraiment chiffrée de bout en bout, c'est exactement le même souci. Quand on parle de chiffrement de bout en bout, c'est exactement le même souci. Quand on dit qu'Apple va chiffrer ses téléphones entièrement et qu'il est important de ne pas donner de backdoor aux autorités, et d'autres fabricants font la même chose ou essayent de faire la même chose, ça pose des problèmes aussi. Et la personne qui réussira à donner une réponse uniforme et universelle à ces questions-là, je pense qu'elle aura résolu l'un des gros problèmes de l'humanité, parce que c'est un problème qui se pose à tout point de vue, pas que dans la technologie aujourd'hui. Et vous avez bien exposé les choses, donc je ne vais pas ajouter plus que ça. C'est un problème récurrent. Après, sur le DOH, il y a aussi un autre problème. Alors, je n'ai pas creusé assez pour pouvoir te contredire exactement là-dessus. Mais en fait, de ce que j'ai vu, il y en a quand même qui ont remis en question la sécurité des DOH, notamment parce que justement, l'un des éléments du DOH, c'est de cacher à ton opérateur ce que tu fais. Donc effectivement, c'est une bonne chose, parce que si jamais il y a une backdoor chez l'opérateur, au moins ils n'ont plus accès au site que tu peux visiter.
En théorie, puisque en fait en pratique, il y a plein d'autres moyens pour l'opérateur de récupérer les sites sur lesquels tu vas, notamment au niveau des certificats de sécurité et des requêtes sur les serveurs. Et du coup, en fait, ils auront quand même plus ou moins l'information. Donc en fait, quelle est la réglette, L'avantage, l'intérêt. où est-ce qu'il faut mettre, ouais, c'est ça, où est-ce qu'il faut positionner la réglette entre l'avantage de sécurité qui finalement n'est peut-être pas optimal versus un problème qui pourrait engendrer d'autres problèmes en termes d'usage pour les utilisateurs. Bon, sur le bulletin de notes, on mettra peut-être peut mieux faire. Intéressant. Oui, c'est ça. Allez, quelques news et rumeurs vraiment en flash, et puis je vous laisse réagir si jamais vous le souhaitez. Donc Orange, Bouygues Télécom et SFR qui s'unissent pour, en gros, vous faciliter vos démarches. Alors la proposition s'appelle Mobile ID. Donc c'est 3 opérateurs, donc il n'y a pas Free, hein, vous avez compris, dans cette association terrible. Les 3 opérateurs qui sont membres de l'AFMM, une association qui coordonne un petit peu ces acteurs pour les usages multimédia, qui permet en gros de vous permettre de vous authentifier un peu comme un Facebook Connect, sauf que ce serait un Mobile ID Connect et qui récupérerait vos données en tant que client pour ces opérateurs pour aller vous connecter à des services. La démarche est intéressante, il faut dire qu'il y a matière à faciliter un peu la navigation sur ces services. Et puis ça leur permettrait d'avoir plus de données eux aussi, je pense. Avec inversement, bien sûr. Et donc évidemment, je pense qu'il y a plein de monde qui serait prêt à avoir sa vie facilitée en ligne pour ces services-là, mais à quelle contrepartie. Surface Duo de Microsoft, on a eu quelques infos à ce sujet-là. D'une part, la première, alors elle est assez accessoire, mais intéressante quand même pour voir les usages qui sont réfléchis. On pourrait, vous savez, c'est ce smartphone qui se replie en 2, dont on a déjà parlé longuement à plusieurs occasions, qui devrait arriver à la fin de l'année 2020. Quand on l'ouvre un tout petit peu, on peut voir le côté de l'écran, et donc il y a une interaction qui est possible avec les notifications juste en soulevant une partie de l'écran qui n'est pas la même que quand on ouvre complètement les 2 écrans, le livre, prenez les guillemets. Donc intéressant de voir qu'ils réfléchissent à des usages qui peuvent être un petit peu avancés grâce au smartphone pliant. Et puis il serait possible de voir ce smartphone arriver beaucoup plus tôt que prévu. Alors beaucoup plus tôt à l'échelle de la technologie, c'est peut-être quelques mois à l'avance, mais pour la faire courte, le smartphone est prévu avec un processeur qui n'est pas compatible 5G, et ce qui va devenir un curseur très important pour les smartphones à venir. Et puis plusieurs éléments de rumeurs laisseraient imaginer qu'on pourrait avoir ce smartphone plus tôt, ce qui serait cohérent avec cette incompatibilité avec la 5G. Je dis pas de bêtises, tu confirmes, Manu ? Pardon. Un micro. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Il devrait arriver d'ici l'été et il n'aurait pas la 5G, ce qui, moi, me paraît pas complètement rédhibitoire parce que l'appareil a pour lui des fonctionnalités très spécifiques et donc ce form factor, cette forme avec les 2 écrans qui se replient l'un sur l'autre, donc un écran pliable qui n'est pas un seul écran, et c'est ça son point fort. La 4G reste quand même et va rester pendant un bon moment largement suffisante pour la plupart de nos usages, donc je crois qu'il n'en souffrira pas trop de ne pas avoir de 5G. 5G qui sera présente dans un produit, mais on ne sait pas exactement ce que ça va être. Ce ne sera pas un smartphone, mais ça vient juste d'être annoncé. Ah, très bien, voilà, tu vas nous compléter le sujet. C'est pour ça, je suis désolé. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas tout à fait suivi. Au contraire, vas-y, tu vas nous dérouler. Il y avait des teasings de OnePlus qui nous disaient qu'un produit allait arriver avec, en gros, les thématiques robots, neige et 5G. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, Manu ? C'est ça, tout à fait. Et alors, OnePlus France vient de tweeter, nous avons créé des robots connectés en 5G qui tirent des boules de neige à plus de 200 km/h. On ne blague pas. Et donc, c'est des snowboats qui vont s'affronter à partir du 9 mars. Et donc, c'est des petits robots qui seront pilotés par 5G et qui feront des batailles de boules de neige. Voilà. Mais pourquoi ils font ça ? Il n'y a plus de neige avec le réchauffement climatique. Le produit est déjà dépassé. Ils devraient envoyer des vaccins plutôt contre le coronavirus. Ils sont vraiment has-been, hein.
Je trouve qu'on aura fait quand même le grand écart entre le début des nouvelles qui étaient très orientées grands enjeux du monde avec le virus et terminé avec un robot lanceur de boules de neige. Je trouve qu'on aura fait un grand écart parfait. Du coup, je pense que c'est le bon moment pour clore cet épisode du Rendez-vous Tech, mais c'est aussi le bon moment pour rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver, chacun d'entre vous, si on veut échanger avec vous, peut-être critiquer ou encenser ce que vous avez pu relayer dans l'émission. Attendez, il y a quand même une breaking news. Si on participe à ce Snowboard Battle, on peut gagner un voyage chez Patrick. Ah bon ? Direction la Laponie, Finlande, tout ça, enfin tu vois. C'est pour ça en fait il a annulé ses vacances pour organiser. Mais bien sûr, pour organiser une baston de robots. Bravo. La taille de boule de neige géante. Ah non, mais c'est merveilleux. Alors, si c'était moi qui étais à l'origine de ça, j'aurais fait une bataille de boules de riz pour devoir aller manger des onigiri au Japon. C'est ça que j'aurais fait. Moi, c'est ça. Non, mais par contre, c'est Patrick, ça veut dire quand même que vu que les robots sont 5G et qu'ils vont se battre dans la neige, peut-être que la 5G en Laponie, c'est bientôt. Malheureusement, je suis un petit peu trop au sud. La Laponie, c'est encore un peu loin. Je suis resté loin du Père Noël. Donc, ouais, ça marche pas. Désolé. Merci. Cédric, au lieu de dire des bêtises. Ouais, c'est ma spécialité. Sur Internet. StudioRenegade.fr et j'ai d'ailleurs lancé un podcast audio qui s'appelle CLAT, K-L-A-T, qui est un talk sur l'actualité et tout ça. Et d'ailleurs, on a fait un épisode spécial avec un docteur qui est venu traiter les fake news autour du coronavirus. Donc, je vous invite à écouter l'épisode 10, le dernier qui est sorti lundi. Merci Cédric. Manu, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur frandroid.com, et d'ailleurs on a aussi une chaîne YouTube et un podcast Salut Techie où on parle également de tech, et si vous voulez m'insulter, c'est directement sur Twitter @nobunagashi, Nobunagashi. Merci beaucoup Manu. Tiens, un petit nouveau, on va quand même le présenter et dire où on peut le retrouver. Patrick, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'on a fait le week-end, alors qu'on a été obligé d'annuler notre voyage vendredi à 5h. Mais quel influenceur ! C'est sur Instagram, le réseau social des influenceurs. Notre Patrick... Ok, boomer. Notre Patrick sur Instagram, il y a quand même des trucs sympas à voir là-bas, et bien sûr sur Twitter et sur Facebook également. Alors, toujours boomer Facebook, oui. Oui, bon, ok, mais Twitter, un peu ça moins. revient. Je suis aussi sur TikTok quand même. Donc, ok, compense. Alors là, ça va. Okay, mais là, merci. c'est pédophile quand même. Oh, Cédric, ça suffit. Hein. Manquerait plus que tu ailles acheter ton véhicule à la FNAC. Ami, et c'est bon. Et là, c'est parfait. On a hâte de te voir danser sur Bim Bam Boom. Mais peut-être que c'est déjà le cas. Ouais, c'est... on va aller s'abonner. Très bien. Bon, vous me retrouvez, moi c'est Guillaume Vendée, vous me retrouvez partout, sur Instagram aussi, Guillaume Vendée, sur Twitter. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission, et puis promis, retour à la normale avec un épisode classique du Rendez-vous Tech avec Patrick aux commandes la semaine prochaine. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao. Cet épisode est sponsorisé par NortonLifeLock. Bon, vous connaissez la tech, vous savez qu'il y a certaines bonnes pratiques à avoir pour rester sécurisé sur le net. On vous le dit tout le temps, utilisez un VPN, créez des mots de passe complexes, mettez votre antivirus à jour. Et on veut tous bien faire, mais la réalité c'est que ça part dans tous les sens et on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Eh bien, Norton 360, c'est peut-être la solution que vous cherchiez. C'est une offre tout en un qui vous aide à sécuriser votre activité en ligne. Le service inclut les outils dont vous avez besoin, VPN sécurisé, gestionnaire de mots de passe, protection contre les virus, le phishing et d'autres menaces en ligne, et plus. Et il marche sur vos appareils Windows, Mac, iOS et Android. Pour vous faire une idée, rendez-vous sur fr.norton.com. L'offre est à partir de 29,99 € pour la première année. Offre soumise à condition, fr.norton.com.